Bonjour Nico. Salut Antoine. De quoi on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, des belles questions. On va commencer par de l'écriture automatique, ensuite on parlera de désactivation d'encre et de traumatisme. On poursuivra sur les différents états d'hypnose et les indicateurs de ces états, et on finira par un peu de métaphore. Très bien, et bien c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour le 11e rendez-vous de questions-réponses sur l'hypnose. Merci d'être aussi fidèles et bienvenue à vous si vous êtes nouveau. Je vous rappelle le principe, vous posez vos questions en commentaire de cette vidéo ou des précédentes. Nico les récolte et me les pose après en direct pour constituer les prochains épisodes. Si votre question est passée à la trappe, reposez-la. N'hésitez pas à insister, n'hésitez pas à détailler. On remodèle tout ça et voilà, on en fait une session de questions-réponses. Et par quoi on va commencer aujourd'hui Nico, dis-moi? Alors la première question, donc, sur le thème de l'écriture automatique, la personne voulait savoir si tu pouvais donner quelques explications sur comment la pratiquer, dans quel but, comment ça fonctionne, etc. Oui, alors l'écriture automatique, c'est vrai qu'on en parle souvent, et elle est même encore pas mal enseignée dans les formations, dans les cursus de formation, elle est souvent présente, même si finalement, Oui. moi j'ai souvenir que dans la première formation que j'avais suivie, la formation initiale, elle était présente, mais elle n'était pas très très détaillée, parce que elle est pratiquée par les gens qui pratiquent l'hypnose depuis longtemps. Au 19e siècle, ça a été un outil de recherche en psychologie très important. Et au 20e siècle, on a des témoignages de gens comme Erickson, par exemple, mais beaucoup d'autres aussi, qui ont travaillé sur l'écriture automatique. Et il faut quand même bien distinguer différents phénomènes quand on parle d'écriture automatique, hein, parce que du fait d'un rapprochement avec certains exercices littéraires, par exemple, on a dans l'écriture automatique parfois ce qu'on pourrait appeler de l'écriture inspirée, qui consiste en fait à écrire, c'est-à-dire bon, je prends un stylo puis j'écris, mais simplement je laisse un peu automatiquement à travers moi les mots me venir. Ce qui peut être une façon d'écrire consciemment, mais ce qui m'est dicté par mon inconscient, donc ça peut être un outil intéressant. Il y a autre chose qu'il faut bien distinguer, c'est l'écriture en transe, c'est-à-dire en transe profonde. Vous avez quelqu'un qui, au même titre que vous pourriez lui dire, par exemple sur une scène de spectacle, tu vas te prendre pour Ray Charles et chanter. Et donc la personne va se prendre pour quelqu'un et puis faire quelque chose, elle va chanter, et bien au même titre, voilà, devenir aveugle, au même titre que ce genre de phénomène-là, par exemple, et bien je peux avoir quelqu'un à qui je vais dire, et bien maintenant vous allez prendre un stylo et écrire un texte. Mais en ce cas-là, la personne est en transe hypnotique, et d'ailleurs elle peut ne pas se souvenir de ce qu'elle a écrit au réveil, mais elle est dans un état somnambulique et son écriture, elle est parfaitement associée, c'est-à-dire elle écrit elle-même, consciemment et volontairement, simplement elle se souviendra peut-être pas du contenu de ce qu'elle a écrit après, elle pourra trouver le papier. Donc ça c'est on va appeler ça de l'écriture en transe souvent, ou de l'écriture somnambulique, mais c'est à distinguer de l'écriture automatique. Donc finalement ce qu'on va appeler écriture automatique en général, quand on parle de l'hypnose, c'est vraiment un exercice idéomoteur poussé. Donc sur l'effet idéomoteur, on en a pas mal parlé déjà dans le dernier podcast et puis dans d'autres avant. Et bien ça c'est un cas particulier de l'idéomoteur où on va se retrouver avec une main qui compose des lettres et qui compose des mots et des phrases. Simplement je suis là, je regarde ma main et je constate que ma main écrit des choses que je découvre en temps réel. Donc il faut vraiment que la main soit bien dissociée. En général, c'est ça qu'on appelle l'écriture automatique. C'est l'écriture dissociée. En tout cas, en hypnose, c'est ça qu'on désigne par écriture automatique. La plupart du temps. Pas toujours, mais la plupart du temps. Bon, c'est vraiment l'écriture dissociée, ça peut être ma main peut écrire avec une écriture qui n'est pas la mienne, hein. Il peut même écrire de façon codée. On voit par exemple, Erickson raconte beaucoup de cas de dessin et d'écriture automatique où il y a des sortes de rébus, des sortes d'énigmes posées par l'inconscient à travers l'écriture automatique. Je donnerai la référence d'ailleurs d'une expérience qu'il avait faite et qui pour lui est la preuve de l'existence d'une intelligence subconsciente qui passe par un rébus comme ça dans l'écriture automatique. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi que Pierre Janet avait lui-même prouvé l'existence chez les hystériques d'une intelligence subconsciente. Là aussi, je mettrai une référence vers un article que j'avais fait là-dessus dans la description de la vidéo. Et donc, je peux avoir une écriture qui est différente de la mienne, je peux même vraiment avoir une pensée qui est différente de la mienne, qui va être exprimée, c'est-à-dire je peux vraiment lire des choses qui me semblent vraiment intéressantes, parce que c'est pas forcément le point de vue que moi j'aurais exprimé à l'oral, consciemment. Donc c'est un exercice vraiment de dissociation très important.
Et par exemple, j'ai le souvenir dans un stage d'une personne qui a fait des gribouillages comme ça, et en fait, elle a dit, bah zut, ça a pas marché, j'ai fait que des gribouillis, en fait. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'en le mettant devant un miroir, eh bien, il y avait un texte qui était bien écrit, mais qui était écrit en miroir. Donc ça, elle était absolument incapable de produire ce genre d'effet-là consciemment, surtout à cette vitesse, et avec ce degré de précision. Mais inconsciemment, ça s'est fait. Donc on n'est pas face à une sorte de phénomène où on s'auto-persuade que c'est pas nous qui avons écrit, etc. Il y a bel et bien quand même un phénomène psychologique qui est assez intéressant là-dedans et qui est quand même assez profond. Et ça, c'était on va dire, pas mal utilisé. Ça faisait partie du corpus des outils, de la boîte à outils de l'hypnotiseur pendant très très longtemps, de l'hypnothérapeute pendant très longtemps. Et ça a été petit à petit, globalement, plus ou moins abandonné dans les dernières décennies, au fur et à mesure que l'hypnose a été de plus en plus associée à la relaxation. Parce qu'une fois qu'on insiste sur la détente, qu'on a une personne semi-allongée dans l'obscurité et qu'on lui parle de détente pendant une demi-heure, lui mettre un stylo dans la main et lui demander d'écrire, c'est vraiment une tannée, quoi. Je dirais, la personne écrit très très mal, ça prend énormément de temps, enfin, ça rend la chose extrêmement difficile. Donc, il n'y a que dans les formes assez dynamiques d'hypnose qu'on peut envisager ça. Donc, c'est très intéressant. Donc, on en parle beaucoup. Et parce qu'on en parle beaucoup, évidemment, ça intéresse, c'est assez sulfureux. Et la grande question, c'est à quoi ça peut vraiment nous être utile en cabinet. Franchement, très honnêtement, je pense que moi je m'y suis beaucoup intéressé, j'en ai fait beaucoup parce que j'avais besoin de m'y intéresser à un moment donné, mais au final aujourd'hui je l'utilise quand même assez rarement. Je pense que c'est pas l'outil, on peut s'en passer, c'est pas l'outil le plus important et le plus facile à mettre en place en cabinet aujourd'hui. C'est un outil qui est un peu particulier, qui est franchement un peu connoté, donc pour beaucoup de gens c'est assez spécial là, finalement. Vous pouvez avoir des gens qui font des hypnoses très profondes, avec des hallucinations, des choses comme ça, et qui sont ok là-dessus, mais vous leur mettez un stylo dans la main et vous faites écrire leur main toute seule, alors là ça y est, c'est fini quoi, ça leur semble trop bizarre, oh là là, ça c'est vraiment trop bizarre. Alors que techniquement c'est pas plus profond, mais il y a une bizarrerie dedans qui peut être un peu déroutante pour certaines personnes. Donc on va le faire en général avec uniquement des personnes qu'on suit depuis un moment et à qui on a proposé ça et qui sont assez passionnés par l'exploration de leur inconscient ou par ce genre d'outils-là. Enfin, c'est vraiment dans un cadre, en général, on propose pas ça à n'importe qui, n'importe comment, quoi. Déjà parce que c'est long à mettre en place quand même chez pas mal de gens, donc voilà, c'est un peu... Il y a des erreurs à pas faire, du genre, je parlais tout à l'heure de la détente, c'est vrai que l'écriture automatique est difficilement compatible avec les suggestions de relaxation, et aussi mettre le stylo dans la main de la personne trop vite dans l'exercice. Je pense qu'il vaut mieux d'abord la préparer à l'idéomoteur et à des mouvements automatiques bien avant de la mettre en condition d'écriture. Bon, il y a pas mal comme ça d'autres trucs qui permettent d'optimiser les choses, mais ça reste quand même un truc assez compliqué à mettre en place. Après, à quoi ça peut servir? Alors ça, c'est une vraie question. Il y a plein d'utilités. Les gens pensent la plupart du temps à une exploration. C'est-à-dire j'ai besoin de comprendre ce qui m'est arrivé à telle époque ou de comprendre pourquoi je fais tel cauchemar, etc., etc. Donc je vais demander à mon inconscient, puis je vais lui demander via l'écriture automatique. Je pense que c'est pas totalement une erreur, mais c'est l'est un peu quand même. Parce qu'en réalité, l'inconscient n'a pas de réponse. On n'a pas affaire à un sérum de vérité. Quand on se communique avec une sorte d'entité intérieure qu'on va appeler l'inconscient, on n'en fait pas pour autant une sorte de divinité. On n'a pas communiqué avec une divinité qui aurait des réponses. Et au contraire, même, c'est plutôt une part de nous qui aurait tendance à trouver des réponses et à fabriquer des réponses plutôt que de ne pas répondre. C'est-à-dire, plutôt que d'être prise à défaut, elle va avoir une tendance à fabriquer des réponses. D'où le problème, par exemple, quand on questionne l'inconscient, le risque de faux souvenirs induits. C'est-à-dire que finalement, si je demande à quelqu'un qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez 8 ans, plutôt que l'inconscient se trouve en défaut parce qu'il ne sait pas quoi répondre, parce qu'il n'y a rien qui lui vient à l'esprit, il risque de faire preuve de créativité pour trouver quelque chose qui s'est passé, parce que ma question, elle n'est pas « est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?», elle est « qu'est-ce qui s'est passé ?» Un gros présupposé dans ma question. Et il risque du coup de dire « ah, il s'est passé ci, ça, ça et ça », alors qu'en fait, ça s'est jamais passé. Mais du coup, il est stimulé dans sa créativité par la question, il a envie de répondre à un truc, il a envie qu'il se soit passé quelque chose, il dit « ah ouais, chouette, imaginons qu'il se soit passé quelque chose ». Il a plutôt cette âme d'enfant qui va avoir envie d'imaginer des choses. Donc il faut faire très très attention, pas forcément le prendre comme un révélateur, surtout un révélateur du passé, pour avoir confirmation qu'il s'est passé ci ou ça. L'écriture automatique, ça serait un piège de lui accorder beaucoup trop de confiance de ce point de vue-là. Bon, alors, on peut toujours le prendre pour avoir des explications, ça peut être intéressant, j'en parlais, pour avoir une explication sur un rêve, par exemple. Plutôt que de faire une interprétation d'un rêve,
à votre avis, j'ai rêvé d'une araignée, qu'est-ce que ça signifie? Oh, bah moi j'ai ouvert mon livre sur l'interprétation des rêves et l'araignée signifie ça, ça et ça. Non, le mieux c'est de demander à l'inconscient qui a produit cette araignée. Pour le coup, là on a quand même des choses qui sont hyper intéressantes quand on fait ça. Par l'écriture automatique, on va demander, voilà, à l'inconscient, tu as offert à la personne de voir une araignée, est-ce que ça signifie quelque chose? Oui, non. Et si oui, quoi? Est-ce que tu peux le traduire dans un autre langage? Et parfois, il faut même retraduire la réponse plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit compréhensible. Donc ça, c'est un usage éventuellement intéressant, l'interprétation des symboliques. Il peut y avoir une sorte de... Moi, un usage que j'aime bien, que je trouve pour le coup intéressant et constructif, c'est la prescription de tâches. C'est au lieu de dire à une personne, voilà, je vais vous demander de faire ci, ça, ça et ça, comme ça va vous investir consciemment dans votre changement, et bien on demande à son inconscient. En écriture automatique, on dit, voilà, j'aimerais que l'inconscient nous donne une tâche, quelque chose à faire. Et donc là, la personne va avoir une mission, par exemple, eh bien, il faut que tu dises pardon à ta mère, par exemple, ou t'écrives une lettre à ta sœur, j'en sais rien, ou que tu fasses 15 fois le tour du lac à pied sur les genoux, j'en sais rien, un truc comme ça. Voilà. Imaginons donc l'inconscient qui va à un moment donné donner une sorte de pas une ordalie, mais on pourrait dire simplement une mission, une tâche, quoi, impliquer la personne. Ce qui est intéressant, c'est que si on fait ça, on a un peu impliqué l'inconscient dans une sorte d'engagement, en fait. C'est-à-dire qu'il dit, en gros, voilà, on lui offre la possibilité de donner une mission au conscient, en échange de quoi il s'engage à faire sa part du travail. Donc si la personne fait le tour du lac, eh bien, à ce moment-là, l'inconscient, lui, donc la personne fait consciemment cet effort-là, l'inconscient, lui, s'engage à faire sa part du travail. Donc ça, c'est hyper intéressant pour avoir une communication entre le conscient et l'inconscient. Ça peut être aussi une façon de faire remonter quand même... pourquoi pas de mettre la personne en communication avec son propre inconscient, c'est-à-dire on va lui demander de poser des questions et demander à l'inconscient de répondre, etc., etc. Mais là, toujours, encore une fois, je me méfie beaucoup des enthousiasmes qu'il peut y avoir autour de ce genre d'outils et qui vont consister en faire une espèce de esprit es-tu là pour demander des confirmations de choses, des hypothèses. Mais cela dit, il vaut mieux, voilà, c'est pas un sérum de vérité, mais il vaut mieux vérifier les hypothèses auprès de l'inconscient que de les imposer consciemment. Donc si on a une interprétation, si par exemple la personne dit, voilà, j'ai un problème de confiance en moi, mais je suis persuadé que ça vient de mon père qui était un modèle absent, etc. Bon, c'est une hypothèse qu'elle a émise la personne. On peut demander à son inconscient, est-ce qu'il est d'accord avec cette hypothèse? Et s'il dit non, ça ne veut pas dire qu'il a forcément plus raison que la personne à un niveau conscient, mais quand même, il y a des chances que, même s'il n'a pas la connaissance sur tout, il y a des chances que la réponse inconsciente soit plus sincère et plus complète. Donc s'il dit non, on peut lui dire quelle est ton explication, et pas forcément quelle est la vérité, mais quelle est l'explication que donne l'inconscient. Et on peut demander ensuite à la personne à un niveau conscient, qu'est-ce que vous en pensez de cette hypothèse-là, de cette explication-là? Est-ce qu'elle vous semble sensée aussi? Est-ce qu'elle vous parle? Mais bien souvent, à ce moment-là, on va quand même avoir une montée d'émotion assez forte. Parce que la personne, à ce moment-là, réalise qu'elle est en train de se parler à elle-même et qu'elle est en train de se dire les choses sans filtre à ce moment-là. Elle est en train de s'avouer les choses. Donc finalement, ça peut être ça peut être utilisé comme ça. Ça peut être utilisé aussi, finalement, l'écriture automatique indirectement. C'est-à-dire, je vais utiliser l'écriture automatique, mais c'est pas ce que je vise. Alors là, pour le coup, Erikson donne des exemples d'un usage très intéressant, c'est pour préparer les femmes à l'accouchement. Il utilise l'écriture automatique pour préparer les femmes à l'accouchement. On peut se demander pourquoi, quel est le rapport? Mais en fait, le rapport, il est que il va les préparer. Pour faire de l'écriture automatique, il faut être capable de se dissocier d'une partie de son corps. Donc, pas ne plus la sentir, mais être capable de s'en distancier suffisamment. Mais que cette partie du corps continue pour autant d'être active. C'est-à-dire, c'est pas une anesthésie, il y a une paralysie. C'est une partie qui est active et qui va continuer de faire son travail, bien qu'elle soit en mode automatique. Et donc, une fois que la personne sait faire ça, et bien ensuite, on va pouvoir transférer cette compétence à d'autres parties du corps. Par exemple, on lui a appris à faire de l'écriture automatique sur la main droite. Ensuite, on lui apprend à le transférer sur la main gauche. Et puis après, on peut éventuellement transférer sur tout le bas de son corps, qui va non pas écrire, mais pouvoir être capable de faire quelque chose et faire son travail. Pour le coup, c'est un terme doublement approprié. Bien qu'on soit plus distancié de ça. Ce qui permettra quand même de ressentir des sensations,
mais sans avoir la douleur. Alors là, je résume en gros, il faudrait revoir un peu comment Erickson explique ça, mais voilà, en tout cas, c'est un usage détourné, c'est-à-dire qu'il utilise cet exercice-là, non pas comme une fin en soi, mais parce qu'il est une forme d'exercice, parce qu'il se base sur des phénomènes qui vont être utiles pour ça. Et notamment, il y a d'autres usages comme ça qu'on peut imaginer, par exemple, en termes comme une induction de l'hypnose. On peut utiliser l'écriture automatique comme une induction de l'hypnose, et notamment une induction de l'hypnose profonde. Parce que c'est pas un exercice d'hypnose profonde, hein, ça je l'ai souvent dit, ça nécessite pas du tout d'hypnose profonde. Mais il se trouve qu'on demande à l'inconscient de communiquer via un truchement, un dispositif qui est assez complexe et assez un peu pénible pour l'inconscient. Bouger le bras, faire des lettres et tout ça, pour beaucoup de gens, finalement, ça prend beaucoup d'énergie, c'est assez complexe. Donc souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une sorte de pression de cette espèce de réponse inconsciente qui va vouloir monter, qui va vouloir se faire plus intuitive, qui va vouloir chercher des chemins plus rapides. Et au bout d'un moment, on a la personne qui dit « Mais là, ma main est en train d'écrire, mais je sais déjà ce qu'elle va écrire. » Alors si on a ça trop tôt, le problème c'est qu'elle aura l'impression que c'est pas automatique. Mais si à un moment donné c'était bien automatique, bien dissocié, elle était surprise par ce qu'écrivait sa main, mais à force d'en faire au bout de peut-être 20 minutes, une demi-heure d'exercice, à nouveau elle sait à l'avance ce qu'elle va écrire, c'est que finalement son inconscient, ça l'embête de passer par l'écriture. Il a envie de lui filer les réponses directes quoi, en intuition. Et donc, il a ouvert un autre canal, beaucoup plus facile pour lui, qui est le canal intuitif, le canal des flashs. La personne peut avoir des hallucinations, peut avoir des rêves. Et bien souvent, on a une personne qui va lâcher le stylo, fermer les yeux et s'écrouler sur sa chaise. Et en réalité, c'est qu'elle développe une hypnose hyper profonde, spontanément. Parce qu'en réalité, elle meurt d'envie d'y aller, quoi. C'est comme si, en fin de compte, en lui mettant volontairement un outil un peu laborieux, compliqué et qui nécessite du tonus musculaire, etc., il y avait une part d'elle qui disait, mais allez, on peut aller plus vite, quoi. Je veux dire, on lâche ça et on va dans une hypnose encore plus profonde et puis je te file des réponses directes, quoi. Et donc, il y a une façon, moi, c'est une philosophie de l'accompagnement, de l'entraînement à l'hypnose que je m'applique, c'est d'être toujours un peu trop scolaire, un peu trop protocolaire, un peu trop à faire toutes les étapes, voire un peu trop lent. Et résultat, les gens ont une impatience et eux veulent brûler les étapes. Et derrière, ils vont beaucoup, beaucoup plus vite. Et ben, l'écriture automatique peut être une induction indirectement comme ça, un peu laborieuse, qui va pousser la personne à développer une hypnose plus profonde. Après, voilà, ça peut être aussi un biais. Par exemple, je peux demander à la personne, dans l'écriture automatique, si j'ai de l'écriture, si j'ai une bonne écriture, je peux demander à son inconscient de nous dire comment elle peut pratiquer l'auto-hypnose. Donc, elle peut écrire un manuel d'auto-hypnose à son intention, avec quelques phrases, quelques mots. Donc, ça peut être un truc aussi utile que ça. Ça peut être un truc indirectement pour créer de l'hypnose, mais par un conseil pour créer de l'hypnose. On peut imaginer des tonnes d'applications qui ne soient pas de l'ordre du révéler un secret ou quelque chose qui s'est passé dans le passé. Cela dit, voilà, c'est sûr qu'il y a cette précaution, mais y apprendre, c'est pas un sérum de vérité. Il faut pas prendre ce qui est dit par l'inconscient comme une parole de vérité, d'autant que l'inconscient, quoi que ça puisse vouloir dire, peut être menteur, peut être tricheur, peut être manipulateur. Enfin, je veux dire, on n'est jamais sûr de ce qu'on a devant nous. Mais il n'empêche que c'est hyper intéressant quand même aussi pour vérifier des infos, pour vérifier les hypothèses. Qu'est-ce qui pourrait y avoir d'autre? À titre expérimental, bien sûr, quand on veut utiliser l'hypnose pour des expériences sur la conscience, sur la mémoire, sur des tas de choses comme ça, là il y a plein d'usages vraiment très très intéressants à faire de l'écriture automatique. Pour entraîner une personne à développer une anesthésie, hein, je parlais de l'entraînement à l'accouchement, mais une anesthésie, une analgésie en général, quoi. Il y a plein. Là, on est là pour tout ce qui est dissociatif, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Alors pour un praticien en hypnose, c'est pas être intéressant aussi. Hein, si je bloque sur une séance, par exemple, je peux rentrer ensuite chez moi, me mettre dans un état d'auto-hypnose suffisamment, un peu moyen, pas trop profond, faire de l'écriture automatique et découvrir et demander à mon inconscient de me filer des conseils sur la séance. Après, à titre en auto-hypnose, c'est hyper intéressant quand même, parce qu'on a cette espèce de façon de pouvoir communiquer avec soi-même qui est hyper intéressante. Mais après, voilà, je crois qu'il ne faut pas non plus surestimer l'usage qui en est fait
Je crois qu'il y a beaucoup plus de gens qui en parlent que de gens qui en font et de gens qui le maîtrisent, hein. Même parmi ceux qui disent le maîtriser. Moi, par exemple, j'en parle beaucoup. L'écriture automatique, c'est un thème que j'aime bien, que j'ai souvent fait à des gens, mais à titre personnel, par exemple, c'est quand même assez laborieux encore chez moi, alors que je m'y suis beaucoup entraîné, hein, mais c'est pas, je veux pas me vanter en disant que c'est un truc que je maîtrise et que je me suis dicté en auto-hypnose des manuels secrets. C'est des choses que j'ai entendues il y a une dizaine d'années. Il y avait quelqu'un comme ça qui dictait des manuels secrets, initiatiques. On n'en a jamais vu la couleur, hein, mais en auto-hypnose, je me méfie un petit peu quand même de m'entarder sur ce genre de choses-là. Mais pourquoi pas, après tout, hein, pourquoi pas. T'écris pas des articles la nuit et en te réveillant sans savoir que tu les as écrits? Non, alors ça, c'est Erikson qui faisait ça, mais alors ça, c'est une écriture plutôt en transe, une écriture somnambulique. Oui, c'est une écriture somnambulique. Parce ça pourrait être beaucoup plus laborieux si c'était fait en dissociatif. En fait, l'écriture somnambulique est beaucoup plus rapide. En effet, il mettait ses articles sous son réveil, il mettait son réveil au milieu de la nuit, puis il se réveillait le matin. Enfin, il s'en était rendu compte un jour, par hasard, en fait, par accident. Mais après, il a maîtrisé ça, il se réveillait le matin et les articles étaient écrits. Il faisait ça quand il était étudiant et qu'il écrivait des articles pour le journal de la fac, et en plus je crois que c'était, enfin il me semble me souvenir que les articles n'étaient pas signés et qu'après il lisait le journal et il essayait de découvrir quels étaient ces articles parce qu'il les avait postés sans les relire. Ouais. Il s'amusait à les poster et il s'amusait à se dire putain, est-ce que c'est moi qui l'ai écrit ou est-ce que c'est moi qui ai écrit celui-là, et généralement ce qu'il disait c'était que ces articles étaient bien meilleurs, enfin en tout cas meilleurs que ceux qu'il écrivait consciemment. Oui, qu'il avait du mal à reconnaître ce qui était de lui finalement. C'est ça. Parce qu'il disait que ça pouvait pas être lui qui a écrit quelque chose d'aussi bien. Ouais, absolument. Ça dit le niveau du gars en auto-hypnose, en tout cas. Ça, c'est clair. Ça. Alors ça peut être un bon entraînement justement pour l'autoprogrammation. Alors, en effet, l'écriture somnambulique, c'est encore autre chose, hein, mais ça peut être un excellent entraînement parce que si on est capable de faire ça, on est capable aussi de faire des séances d'hypnose en étant parfaitement en transe, on est capable de mener une conférence en étant parfaitement en transe, etc. Mais écoute, ouais, sur les différents niveaux d'hypnose, je te reposerai quelques questions tout à l'heure. Est-ce que tu veux qu'on passe à la prochaine question pour le moment? Oui, avec plaisir. Ok, alors du coup c'est avec un contexte, etc. Donc je vais te lire l'intégralité. Si tu as besoin que je te rebriefe sur un ou deux trucs pendant, t'hésites pas. Hein. Alors, c'est une personne qui demande si tu aurais une piste de travail de désactivation d'encre pour une jeune femme qui a été victime d'un viol dans sa jeunesse. Donc du coup, les encres sont très précises, il y a une odeur corporelle spécifique, et entendre l'expression « ma belle », qui la ramène immédiatement au contexte, au trauma, à l'homme dont elle a été victime. Ouais, comme d'accord. Alors, désactivation d'encre, ok, trauma, ok. Alors, je vais vous renvoyer quand même aussi en partie à ce que j'avais dit sur le stress post-traumatique et sur le psychotrauma sur deux autres épisodes du podcast, parce que quand même là, c'était vraiment important, la précision que j'avais faite. Il faut pas. Donc là, je vais répondre à cette question. Je vais donner des éléments, mais je voudrais surtout pas laisser croire que j'incite des personnes qui ne seraient pas formées à la prise en charge du psychotrauma ou qui seraient pas légitimement, capables de le faire et habilitées à le faire, à s'amuser à ça, hein, parce que c'est vraiment des prises en charge bien spécifiques qui relèvent pas du bien-être ou d'un simple accompagnement comme ça. Mais on peut en parler quand même. C'est vraiment très intéressant. Je te donnerai la deuxième partie de la question du coup après, mais déjà, d'accord, ouais. Déjà ça fait pas mal. Ok. Bon, déjà le terme d'ancrage, c'est un peu du jargon quand même. C'est du jargon de PNL en particulier. Ancrage et désactivation d'encre, et il faut quand même bien le traduire. C'est un synonyme de conditionnement au sens pavlovien, c'est-à-dire que vraiment il y a un stimulus A qui devient associé à une réaction B. Donc c'est du comportementalisme, c'est la théorie du conditionnement pure et simple. Même finalement la théorie du conditionnement, la psychologie du conditionnement, c'est beaucoup raffiné dans l'histoire, alors que finalement la vulgarisation qu'en donne la PNL avec ancrage et désactivation d'encre est quand même assez rudimentaire. Et la désactivation d'encre reviendrait à donc déconditionner tout simplement, c'est-à-dire que si il y a, par exemple, j'ai une phobie des serpents, donc le fait de penser à un serpent ou d'en voir un serpent ou d'entendre le mot serpent provoque chez moi une réaction. Désactivation d'encre, ça consisterait à faire en sorte que ce mot ou cette image ou cette pensée
ne provoque plus cette réaction. Voilà, donc c'est rien de bien sorcier, c'est très mécanique. Je ne réduis pas tout à du conditionnement et du déconditionnement, mais je pense que c'est un bon rasoir d'Occam, d'une certaine façon, d'essayer de voir au maximum ce qui relève du conditionnement et du déconditionnement. Surtout que l'hypnose est un outil qui permet vraiment d'agir de manière assez intéressante là-dessus. Et c'est vrai que la vision que j'avais donnée du post-trauma était quand même assez en termes de conditionnement et déconditionnement, parce que même s'il peut y avoir des implications beaucoup plus complexes, il y a souvent de ça, c'est-à-dire que j'ai vécu un événement et dans le lot, il y a des tas de choses qui sont associées à cet événement, qui peuvent y être associées directement ou même de façon complètement anecdotique, qui vont se mettre à être traumatiques, mais par pure association. Finalement, par exemple, le fait qu'elle entende quelqu'un l'appeler Mabel, bon... on peut comprendre que ça lui déplaise, ça c'est une chose, mais le fait que ça la ramène à cet événement-là, c'est autant de chances d'être ramené à ça dans la vie quotidienne en plus. Donc déjà, si on arrive à déconditionner ça, on n'a pas fait un travail de fond, certes, mais on a diminué ses chances d'avoir un rappel, d'avoir une crise traumatique. Donc pourquoi pas, si on sait le faire, je veux dire, pourquoi on se priverait de nettoyer au moins cet ancrage-là, si on sait le faire. Après, ça n'empêche pas, en effet, il faudrait pas forcément inciter la personne à ne faire que ça, que nettoyer des ancrages. Il faut quand même peut-être utiliser une méthode qui va être un peu plus profonde, un peu plus cathartique, pour vraiment arriver à nettoyer le fond de la chose. Donc, si on sait faire d'un déconditionnement, je suis pas contre, c'est bien, il faut savoir le faire, si on est habilité à le faire et si on sait le faire dans de bonnes conditions. Après, la question c'est comment. J'ai envie de dire que la plupart des outils de gestion du trauma sont des outils de déconditionnement, de toute façon. Et quand on se pose la question de savoir quels sont les dénominateurs entre les différents outils revendiqués comme de bons outils de déconditionnement, même le MDR ou des choses comme ça, ou la désactivation d'encre façon PNL modélisée d'Erickson, on se rend compte qu'il y a un dénominateur commun qui revient souvent, c'est le fait de casser la réponse du corps par rapport à la stimulation, par rapport à l'idée. C'est-à-dire, je m'explique par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais je pense à un serpent, et là, mon corps a une réponse, c'est-à-dire ma respiration va par exemple s'accélérer ou se bloquer, moi je vais transpirer, mon cœur va se mettre à battre très fort, mes yeux vont bouger ou se figer, enfin il y a tout plein de réponses corporelles qui sont en fait la conséquence d'une réponse évidemment biochimique, etc. Le cerveau a réagi. Voilà, en tout cas il y a une réponse corporelle. Si on me fait penser à un serpent, ou parler d'un serpent, ou qu'on me fait évoquer ce serpent, ou qu'on me fait évoquer peut-être ma première rencontre un peu traumatisante avec un serpent, alors qu'on empêche mon corps de réagir. On l'empêche, on l'immobilise, ou alors au contraire on l'occupe avec une tâche même absurde. Par exemple, tout simplement, je dois parler de serpent sur l'air de la Marseillaise, par exemple. Eh bien, ça va m'amener une respiration, ça va m'amener un truc qui va empêcher mon corps d'avoir sa réaction. Je vais pas pouvoir avoir cette réaction traumatique. Je vais pas pouvoir avoir peur parce que c'est absurde, parce que d'habitude ma respiration devrait s'accélérer, mais du coup pour chanter je suis obligé de faire des longues expirations. Du coup, ça casse un peu le pattern en fait. Ça casse la séquence. La séquence c'est d'habitude idée, idée du serpent, représentation, enfin réponse du corps. Et là c'est cassé. La réponse du corps n'est plus possible. Et dans le MDR par exemple, les gens suivent donc des yeux, un mouvement du doigt. Eh bien, les mouvements des yeux caractéristiques de la réaction de panique, par exemple, vont être rendus impossibles. Normalement, les yeux doivent bouger pour pouvoir se faire des représentations, et là, j'ai du mal à penser. On me demande de parler de... Attends, déjà, si je vois un serpent, alors je vais réagir comme ci, puis comme ça, mais attendez, du coup, il faut que je suive votre doigt. Enfin, en gros, ça vient interférer, ça vient parasiter la pensée. Et au bout d'un moment, casser une fois, casser deux fois, casser trois fois, le fil de la pensée va avoir du mal à se reconstituer. Et on voit qu'en fait, énormément de méthodes sont basées là-dessus. Chez Erickson, par exemple, il y avait le fait de évoquer quelque chose de très agréable, donc la personne écoute ce récit très agréable, ou même elle-même fait un récit très agréable, donc son corps est dans une émotion très agréable. Sa respiration est celle de quelqu'un qui prend plaisir, son cœur bat comme celui de quelqu'un qui prend plaisir, tout son corps est dans quelque chose qui prend plaisir. Et soudain, Erickson, au milieu de ce récit, va commencer à saupoudrer, à mettre des petits indices de choses traumatiques. Par exemple, il va commencer à parler donc il parle d'une belle balade, et puis ça se passe bien, puis il va commencer à évoquer des choses qui font penser au serpent, ou le serpent, mais par petites touches. Ce qui fait que l'idée a le temps de venir, mais le corps est plongé dans quelque chose d'agréable,
tac, il y a l'idée du serpent, et tac, il ramène vers quelque chose d'agréable à nouveau. Donc le corps n'a pas le temps de réagir. Et donc, à nouveau, la personne va être exposée à l'idée du serpent sans avoir l'occasion de réagir comme elle le faisait d'habitude. Et on voit que énormément de méthodes consistent à faire ça, à pouvoir permettre à la personne de enfin être exposée à l'idée qui l'a traumatisée ou qui la rendait, pourquoi pas triste, qui la faisait pleurer ou qui la faisait réagir ou qui la mettait en colère de telle ou telle manière. Donc être exposé à cette idée-là, mais sans avoir l'émotion ou une autre émotion. Par exemple, avec les sous-modalités, les PNListes faisaient en sorte, par exemple, que vous puissiez entendre ou voir les choses, mais par exemple avec une voix comique ou en rajoutant une musique qui va rendre la chose acceptable ou paisible ou drôle, changer les modalités, pas le contenu. Je peux toujours penser à ce qui me rendait par exemple triste, mais désormais ça ne peut plus me rendre triste parce qu'il y a une petite musique ridicule derrière, ou une petite musique douce, ou alors j'entendais la voix de mon père qui me disait tu vas t'en prendre une, mais soudain sa voix devient la voix de Mickey Mouse par exemple, et du coup j'ai plus peur, quoi. Ça me semble dérisoire. Donc c'est énormément de méthodes sont basées là-dessus, sur le fait de pas du tout échapper au contenu, pas du tout essayer d'éviter de penser. Il faut pas que j'y pense. Si, il faut que tu y penses. Et peut-être même, il faut que tu m'en parles, ou que je t'en parle et que tu m'écoutes. Bref, on va parler des choses. Mais, du coup, on va se confronter aux choses. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que l'émotion ne s'invite pas. En tout cas, pas celle-là. Et du coup, ça va déconditionner et libérer. Donc, énormément de méthodes sont basées là-dessus. Et on peut en imaginer des centaines et en homologuer et en vendre autant qu'on veut, mais il y en a régulièrement une nouvelle qui sort, mais si on regarde bien, qui très très souvent présente en fait cet aspect-là, cet aspect de déconditionnement-là. Alors après, avec l'hypnose, on peut même être plus direct, on met la personne en hypnose et on lui demande vous mettez la personne en hypnose, par exemple, et vous lui dites, ok, quand vous pensez à ça, ça vous fait quoi? Vous réagissez de quelle manière? Très bien. Et maintenant, vous aimeriez réagir de quelle manière? Très bien. Est-ce que vous êtes prêt à l'installer là, de manière à ce qu'une fois que vous serez réveillé, désormais, vous réagirez de cette manière-là? Ok. Donc avec l'hypnose, on peut même justement se passer de ce genre de méthode répétitive. On peut conditionner ou déconditionner de manière beaucoup plus ciblée en construisant ensemble une nouvelle réaction. Donc bon. Okay. Je ne sais pas si ça répond spécifiquement à ce cas-là, mais évidemment, je parle un peu en général pour éviter de parler de ce cas-là en particulier, mais c'est toujours un peu... et puis le trauma, c'est comme tu disais, c'est quand même spécifique. Donc, mais je peux te donner la suite de la question si tu veux. Dans ce genre d'accompagnement et dans le cadre d'accompagnement de personnes victimes de violences, maltraitance physique, abus sexuels, événements isolés, violences conjugales, etc., certains praticiens jugent utile de faire expliciter précisément les faits, les faire décrire par la personne sous hypnose ou pendant l'entretien préalable. Pour des raisons qui m'échappent un peu, je l'avoue, donc ça c'est la personne. Extérioriser des émotions pour les confronter, les intégrer, les dépasser, point d'interrogation, ou d'autres optent plutôt pour le contournement de la description pour pas faire revivre une énième fois le trauma. Toi, tu as un avis sur la question, sur le fait de soit faire à nouveau exprimer à la personne ses problématiques, ou alors plutôt le contourner? Je pense que tu as un peu répondu déjà, mais... C'est ce que les psychanalystes appellent l'abréaction, c'est le fait de pouvoir donner un récit de ce qui s'est passé. Très souvent, quand les gens sont encore très traumatisés, ils ne peuvent pas parler, ils peuvent même pas vraiment témoigner, donner un récit, même avec des émotions. L'abréaction est accompagnée d'émotions, bien sûr, mais il y a au moins la possibilité d'en parler. Alors quand c'est trop fort, ça bloque même. Or, en hypnose, si la personne, on arrive à la dissocier suffisamment pour qu'elle puisse être une sorte de spectateur, pas forcément un spectateur indifférent, ça peut être un spectateur ému, mais un spectateur, en tout cas, capable de raconter cette histoire-là qui est en train de se passer sur l'écran, eh bien, en effet, il y a quelque chose déjà d'un premier traitement de l'information, d'une première façon pour la personne d'avoir un point de vue sur ce qui lui est arrivé, de plus juste être en train de le revivre. Mais déjà d'être le lecteur d'une histoire, d'un roman qui est son propre roman à elle, mais qui est déjà celui de un peu à la troisième personne. Donc en effet, c'est pas pour rien que c'est une approche qui est quand même très 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 décrite dans la littérature et qu'on retrouve très très régulièrement. Elle est pas si bête que ça, mais juste elle peut être très spectaculaire à faire vivre sur le coup, et c'est pour ça qu'on fait pas ça à la légère, et n'importe qui fait pas ça. Si je fais faire des mouvements, ou si je fais, je sais pas moi, je tapote la personne comme en EFT, ou etc., je vais occuper son corps.
ou si je lui fais faire du tricot pendant qu'elle me raconte son événement traumatique, ou que je lui fais faire, ou qu'on est en train de faire une promenade et une cueillette des champignons pendant qu'elle le fait, eh bien, peut-être qu'on va occuper le corps d'une manière qui va lui permettre de libérer la parole. Et que, en revenant de notre petite cueillette des champignons, elle me dise ah, ça m'a fait vachement de bien de parler avec vous. Et en fait, elle se rendra pas compte que ce qui lui a fait du bien, c'était d'en parler alors que son corps était occupé et ne pouvait pas vraiment replonger ne pouvait pas vraiment revivre, se réorienter dans l'instant. En fait, il faut empêcher la régression en quelque sorte. Eh bien, on pourrait dire que plonger quelqu'un dans un état d'hypnose, c'est aussi une façon d'occuper son corps. C'est-à-dire qu'en général, il y a quand même un état assez catatonique où le corps sous-réagit. Et donc, c'est une excellente occasion pour la personne de donner un récit de ce qui lui est arrivé, qui sera beaucoup plus neutre, moins émotif, on va dire, mieux maîtrisé, mieux contrôlé que si elle n'était pas en hypnose. Voilà, je suis pas contre cette approche-là. Je suis contre aucune approche à condition qu'elle ait des résultats. Et il me semble quand même que c'est ce genre de choses qui a de bons résultats. Par exemple, moi, c'est pas quelque chose que j'incite les gens à faire. Mais souvent, j'ai une approche qui laisse la porte grande ouverte. C'est-à-dire que je mets les gens en hypnose et je leur dis, on fait des tas de choses, et puis à un moment donné, je leur dis, voilà, vous allez vivre là une expérience, je sais pas laquelle exactement, mais qui va vous permettre, de dépasser ce trauma, de le digérer. Eh bien, quand même, il faut admettre que souvent, pas toujours, mais très souvent, l'expérience consiste à le revivre, mais pas de l'intérieur, ou à le revoir, ou à le refaire. La personne se le raconte à nouveau. Donc là, c'est pas moi qui l'ai proposé, c'est venu spontanément, mais c'est souvent ça qui va être la clé d'un dépassement, quand même. C'est-à-dire que tant que c'est refoulé comme quelque chose de tabou à l'intérieur de la personne, mettre des mots, parler, on sait à quel point c'est très très précieux. C'est une étape, c'est pas toujours suffisant, mais c'est une étape souvent très très précieuse. Pouvoir exprimer, pouvoir raconter. Par exemple, dans le cas d'agression sexuelle, très jeune, dans le cas de pédophilie, par exemple, les victimes de pédophilie, souvent enfants, ce sont des personnes qui peuvent refouler ça en se disant, si j'en parle pas quelque part, ça n'existe pas. Ça me fait penser, tiens, je vais mettre le lien d'un podcast où il y a une personne qui était victime comme ça, qui a justement travaillé sur la parole, et c'est passionnant, c'est vraiment très très intéressant à écouter. Et donc qui dit justement, pendant longtemps j'ai cru que si j'en parlais pas, ça n'existait pas. Et ce qui l'a libéré, c'est la première fois que cette personne a eu l'occasion d'en parler. Ça a été le début de quelque chose. Et maintenant, c'est une personne qui a monté des groupes de parole, etc., qui était très investie là-dedans. Donc je pense que la parole, c'est déjà une distance. Parler de quelque chose, c'est déjà une distance. C'est déjà une distanciation très intéressante. Donc bon, je suis pas opposé à cette idée-là. Revivre, pouvoir raconter, c'est pas la même chose que revivre. Une personne qui revit un trauma, elle raconte pas, elle crie, elle hurle, je sais pas ce qu'elle fait, elle se met en position, elle se met en position fétale, je sais pas, elle pleure, elle hurle, mais elle est pas en train de raconter. Donc c'est différent. Si la personne peut mettre des mots dessus, là on avance. Bien. Veux-tu passer au troisième sujet ? Oui, avec plaisir. Alors là, je vais te faire un petit mix de 3 questions qui ont été posées un peu sur la même chose. On va commencer par celle-là. Je vais te poser cette question-là, ce qui est: est-ce que tous les états hypnotiques, léthargie, catalepsie, somnambulisme, etc., sont utiles pour travailler, ou est-ce que selon la séance, il faut rechercher un état particulier ? Je te demanderai un complément de réponse après sur, pour toi, quels sont les indicateurs justement que tu as tel état d'hypnose qui est bien établi et en associé, en dissocié, etc. Mais je commence par ça. Alors, j'ai envie de faire une réponse un peu à la Erickson, du genre, ça dépend de la personne, il faut savoir créer le bon état pour la personne au bon moment, tout ça. Ce serait facile, ça. Mais c'est vrai, en fait, c'est ça le problème. Je suis là pour t'embêter. Mais c'est vrai que, je vais dire quand même que, par exemple, des états extrêmement léthargiques, des états mous, des états endormis, où il y a peu de répondants, on a parfois la fausse croyance qu'il s'agit d'une forme de profondeur, parce que ça ressemble à la profondeur du sommeil, mais c'est pas forcément des états si profonds que ça. Mais ce sont des états qui peuvent ralentir beaucoup les réponses
ralentir la compréhension inconsciente. C'est des états où parfois on a si bien réussi à endormir la personne que finalement on a endormi même les parties qui sont supposées travailler. C'est-à-dire qu'en hypnose, en réalité, on peut avoir une sorte d'imitation d'un endormissement, mais c'est pour de faux. En réalité, on doit au contraire réveiller certaines parties de la personne. C'est un état très actif dans lequel on va mettre son inconscient au boulot, vraiment. Et donc, si on a vraiment trop insisté sur le calme, sur vraiment la détente à fond, etc., au bout d'un moment, on peut avoir un état qui est mou, quoi, c'est un peu mou du genou, tout ça, ça manque de répondant, et il se passe pas grand chose, la personne elle sort, elle est bien, et puis elle peut même vraiment avoir du mal à revenir à elle en sortant, parce qu'elle était loin au sens où elle était loin de son corps, elle était très endormie, donc ça l'impressionne beaucoup. Mais au final, séance après séance, on voit que ça donne pas forcément grand-chose. Donc on veut plutôt au contraire des états dans lesquels on voit que notre parole a un impact, et que ça répond, que ça crée des effets, etc., qu'il y a du répondant en face. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de passer d'abord, pourquoi pas, par un état plus léthargique, mais après, le mettre à contribution, mettre la personne au boulot, pourquoi pas, ensuite lui faire, je sais pas moi, tout simplement une lévitation du bras, des choses comme ça qui vont la déranger. Il faut pas hésiter à la déranger. Pourquoi pas l'emmener vers un somnambuliste si on peut, même si c'est souvent un état qui finalement est un peu long à induire on n'a pas forcément une grande nécessité, mais voilà, des états, par exemple, le courant, on va dire la branche hypnose de la PNL qui s'est surnommée à la fin des années 70 hypnose ericksonienne, et qui est en fait l'hypnose bandlérienne, est intéressante pour ça parce que elle a pas mal de défauts quand même, pédagogiquement et dans la théorie, mais elle a quand même aussi ça d'intéressant qu'en général elle est enseignée dans des postures très dynamiques. Moi je me souviens que dans les formations d'hypnose ericksonienne comme ça, d'inspiration bandlérienne, on faisait souvent des séances debout, souvent avec des techniques, la technique de Rossi aussi, dans un autre courant, mais qui est souvent mêlée avec les bras qui bougent, avec de l'idéomoteur, avec toutes sortes de choses comme ça, avec des suggestions de légèreté, quelque chose de très dynamique. Et ça donnait ce qu'on appelait des transes à l'époque, quoi. Pas du sommeil, des transes, quoi, des sortes d'états qui soient vraiment assez vivants et dynamiques. Je pense quand même que c'est pas mal pour le changement qu'on veut insuffler dans la personne, ce genre d'état-là. Après, je crois quand même, d'ailleurs je suis tombé sur, je vous le mettrai en référence si j'arrive à le retrouver à nouveau, mais je suis tombé récemment encore sur un passage d'Erickson qui disait, mais si, je sais dans quoi c'est dans l'article qui s'appelle Hypnose en médecine. Il y a 2 articles magnifiques qu'il faut absolument lire et connaître par cœur, c'est Hypnose en psychiatrie et Hypnose en médecine. Et dans Hypnose en médecine, il dit que la plupart du temps, ou même je crois qu'il généralise encore plus que ça, quand on n'arrive pas à avoir les résultats en hypnose légère, on les aura en hypnose profonde. Donc on a vraiment quelqu'un qui croit beaucoup à la profondeur d'hypnose. Et je crois quand même que, on va dire, un état dans lequel la personne est dans une structure de pensée, une façon de concevoir le monde, un rapport au monde qui est très différent de son rapport ordinaire, va être quand même souvent très intéressant. Donc arriver à créer un maximum de dissociation, un maximum de distorsion, un maximum de phénomènes hypnotiques pour avoir un état qui soit vraiment, où la personne n'est pas dans la même structure de pensée et de présence et de personnalité que d'habitude, puisque sa structure habituelle n'a pas suffi. Et maintenant, une fois on l'a déplacé vers une autre façon de voir les choses, à ce moment-là, on va pouvoir dans beaucoup de cas arriver à obtenir un changement quand même très très intéressant. Mais dans le détail, oui, c'est vrai que il y a souvent des états, alors ça surtout sur l'approche hegmanienne qui s'inspire de vieilles classifications des états. Moi je crois quand même pas mal aux classifications des niveaux d'état, il faut pas les prendre pour argent comptant et trop au pied de la lettre, mais c'est des choses assez intéressantes. Mais les états de léthargie, des choses comme ça sont en général conçus comme des états intermédiaires, des états préparatoires pour préparer l'hypnose. Mais prenons l'exemple de l'hypnose de spectacle, quoi. L'hypnose de spectacle, elle va créer éventuellement d'abord une focalisation. C'est vraiment très braidien, en fait. C'est très à la Braid, quoi. D'abord, il y a une surfocalisation. Donc une fatigue mentale. Ensuite, une invitation au sommeil, mais qui est un faux sommeil. Et donc, avec un état mou et léthargique. Mais le spectacle d'hypnose, il va pas consister à regarder les gens dormir sur une scène. Ça n'a aucun intérêt. Ce qui va être vraiment le clou du spectacle, pour ainsi dire, c'est quand ensuite, grâce à ça, ça a rendu les gens disponibles pour accomplir quelque chose qui va être là intéressant, qui va être une belle expérience, ou qui, dans beaucoup de cas, malheureusement, est une expérience qui les met un peu
qui les tourne en ridicule, mais pas toujours, ça peut être une expérience qui les valorise aussi. Bon, bah c'est pareil en séance finalement, on peut avoir des étapes préparatoires comme ça, mais quand même ce qui va être souvent le plus fort, ça va être le moment, ça va pas être le moment le plus mou de la séance. Donc le fait, tous les états qui consistent à réduire les possibilités de la personne, c'est-à-dire la rendre moins mobile, moins loquace, moins vive, moins intelligente, plus docile, et éventuellement peuvent être des stades préparatoires pour installer la confiance et une sorte d'endormissement. Mais par exemple, la docilité, tous les états dociles sont très très inintéressants en hypnose, puisque la personne va répondre à des suggestions directes qui ne tiennent pas dans le temps, en général. Donc on va plutôt avoir intérêt à avoir quelqu'un qui a du répondant, voire quelqu'un qui est moins suggestible d'ailleurs, qui en hypnose peut avoir plus de répondants, plus de fermeté, plus de personnalité, et qui va devoir, on ne va pas lui dicter ce qu'il faudra qu'elle fasse, il faudra vraiment la convaincre à ce moment-là en hypnose, il faudra vraiment que ça vienne d'elle. Ça c'est un classique, quand on est par exemple quelqu'un de très timide, un peu réservé ou extrêmement poli, qu'on plonge en hypnose, et qui à ce moment-là en hypnose on lui dit par exemple, est-ce que vous aimeriez que ceci, que cela, qui nous dit non, vraiment de façon très cash comme ça, ou qui nous renvoie bouler, mais de façon vraiment extrêmement cash. C'est très bon signe. Ça veut dire qu'il y a toute une partie d'elle dont elle se privait d'une certaine façon pour mettre ce masque social de cette gentille personne qu'elle a tâché d'être durant toutes ces années, et qu'en hypnose elle a pu ouvrir cette porte et récupérer cette partie d'elle et pouvoir justement s'affirmer mieux. Typiquement ça c'est pas forcément ce qu'on pourrait attendre d'une hypnose approfondie, d'une hypnose de qualité. On pourrait se dire là il y a davantage de résistance, l'hypnose si on l'approfondit on a plus de docilité, plus de suggestibilité. Eh bien non, je pense que là si chez cette personne là on a cette modification là, c'est que c'est très bon signe, c'est qu'on a probablement sa personnalité est probablement plus complète dans le sens où elle a accès à quelque chose que d'habitude elle refoule, une partie d'elle qu'elle refoule. Donc, si on lui fait maintenant, avec cette nouvelle personnalité-là, envisager la situation, eh bien, elle pourra en déduire un nouveau point de vue, elle pourra avoir un nouveau point de vue sur les choses et avancer. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelqu'un c'est de l'amener ailleurs que ce qu'elle est. Ouais, je dirais s'adapter dans le sens où la personne arrive dans un certain état, quelque part, il faut l'amener dans un autre état. Donc, en effet, si la personne est hyper nerveuse, etc., peut-être la léthargie sera intéressante à découvrir pour elle. Si une personne a tendance à être plus molle et plus docile, c'est au contraire qu'il y a du répondant là-dedans qui va être vraiment une modification de son état de conscience. L'idée, c'est de modifier son état de conscience. Bon, je sais pas si ça répond extrêmement précisément à cette question, pas trop, mais bon, je saurais pas trop quoi dire d'autre là-dessus, quoi. Ça peut être intéressant à ce moment-là. Peut-être que tu rajoutes en lien l'article d'Erickson sur la manipulation en hypnose, où justement il montrait que les personnes réagissaient différemment en faisant un peu plus fi des conventions sociales et en disant plutôt ce qu'elles pensaient vraiment à l'intérieur, quoi. Donc si elles n'ont pas envie de le faire, elles le font pas, quoi. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il dit souvent et que quasiment tous les auteurs sérieux sur la question, presque tous, disent, c'est que de toute façon, une personne en hypnose, on lui fait pas faire ce qu'elle voudrait pas, et au contraire, si on voulait faire quelque chose à quelqu'un qu'il voudrait pas, évitez de le mettre en hypnose. Parce que souvent en hypnose, ils ont plus de répondants. Sauf en hypnose légère, bien sûr, on confond souvent, mais dans une vraie bonne hypnose, non, les gens sont pas si manipulables que ça, pardon. Et en réalité, c'est souvent d'ailleurs un avis qu'ont des gens qui ne pratiquent pas l'hypnose, parce que si on la pratique, l'hypnose, on voit bien qu'en face de nous, on n'a pas des gens à qui on pourrait faire n'importe quoi, sauf s'ils sont fragiles à la base, mais ça n'a rien à voir avec l'hypnose, c'est leur propre fragilité psychologique. Mais l'hypnose, ça les rend pas plus fragiles, ça rend pas une personne qui n'était pas fragile, ou plus docile, ou plus manipulable, je pense pas, vraiment pas. Je suis assez d'accord. Il y avait une petite demande de précision, du coup, par rapport à l'état somnambulique. Oui. Quels sont les critères pour toi qui valident l'état somnambulique en faisant de l'hypnose associée? L'hypnose associée, état somnambulique. Alors, hypnose associée, alors c'est ambigu, associé, dissocié, mais je pense que ça fait référence à ce dont j'avais parlé dans un podcast. Voilà, hypnose associée ou hypnose dissociée, c'est-à-dire est-ce qu'on va utiliser l'invocation d'un personnage qui va être l'inconscient ou votre esprit inconscient ou quelque chose comme ça, ou est-ce qu'on va simplement parler à la personne directement.
Le somnambulisme est en général plutôt associé. Il faut comprendre que le somnambulisme, ça a été découvert, ça vient de Puységur, donc ça vient de vraiment la deuxième génération, quoi. Il y avait Mesmer et tout de suite parmi ses élèves Puységur, le somnambulisme, et ça a été la grande révolution. J'en avais déjà parlé, mais la grande révolution qui est à l'origine de l'hypnose, c'est pas tellement le magnétisme animal de Mesmer, c'est plutôt au contraire le somnambulisme provoqué de Puységur, repris par Bertrand et Noiset et tous les autres derrière. Au début du XVIIIe siècle. Et la grande aventure là-dedans, c'est qu'en fait, ils ont découvert qu'on pouvait en effet recréer. Évidemment, finalement, on se rend compte que c'est pas exactement pareil, mais en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Recréer ce qui se passe quand une personne est somnambule la nuit. Elle se lève la nuit, elle dort donc. Elle se lève la nuit, souvent en général avec une idée en tête, l'idée de quelque chose à faire. Et elle ne réveille en elle que les choses qui sont nécessaires pour faire ce qu'elle a à faire. Elle le fait, elle l'accomplit, elle retourne se coucher et elle s'en souvient pas le lendemain ou alors sous forme comme si elle en avait rêvé. Et l'idée de l'hypnotisme des débuts, c'était de créer ça. C'était d'abord de passer par une suggestion de sommeil pour ensuite proposer à la personne d'accomplir une tâche, et donc elle se lève, elle le fait, et ensuite elle retourne se coucher, quoi. Elle retourne se refermer les yeux et s'endormir, et elle s'en souvient, ou en général, très souvent elle s'en souvient pas après. Et c'est ça, c'est de ça qu'est née l'hypnose. Et d'ailleurs, on voit bien que l'hypnose de spectacle reprend cette structure-là. Dormez, ok, maintenant que vous dormez, faites ceci, ok, maintenant, redormez, voilà, et réveillez-vous. Donc il y a cette espèce de mise entre parenthèses entre sommeil, épisode somnambulique, qu'on appelle aussi, certains l'appellent la crise, certains l'appellent la transe, certains, voilà, il y a plein de terminologies. Ensuite, à nouveau sommeil hypnotique et à nouveau réveil. Et ça, c'est la structure très très classique qu'on retrouve d'ailleurs chez Erikson énormément. C'est vraiment le sleep. Maintenant, faites ceci, faites cela, on va discuter, etc. Et ensuite, à nouveau sleep et ensuite réveil. Et dans cette structure-là, traditionnellement, il n'y a pas l'évocation d'un personnage secondaire. Donc c'est pas quelque chose d'associé. C'est pas quelque chose de particulièrement dissocié. Enfin, c'est dissocié dans le temps, dans le sens où il y a un moment où la personne est quelqu'un, il y a un moment où elle est quelqu'un d'autre, puisque le somnambule, il est un peu quelqu'un d'autre, quoi. Je veux dire, c'est pas tout à fait la même personne. Mais il peut accomplir, quelqu'un qui le connaîtrait pas pourrait le trouver aussi, le penser parfaitement réveillé. Il pourrait ne pas savoir que cette personne est en hypnose ou en somnambulisme. Ça dépend de ce qu'elle fait, ça dépend de son niveau de réveil. Chez Bertrand, il y a les 4 somnambulismes, le somnambulisme pathologique, le somnambulisme naturel, le somnambulisme essentiel et le somnambulisme provoqué. Et l'hypnose relève du somnambulisme provoqué, qui est... je m'étonne de les avoir retrouvés aussi facilement dans la tête. Mais bien joué. Mais merci mon inconscient. Mais le somnambulisme provoqué, qui en fait est un de ceux qui offre le plus de perspectives. C'est-à-dire que derrière, on peut vraiment amener les gens à parler, à faire des tas de choses dans cet état. Et en effet, au 19e siècle, oui, il y avait par exemple toute la bande de la Salpêtrière là, qui travaillait sur les hystériques, dont Pierre Janet et d'autres. Eux exploraient surtout le somnambulisme à travers des personnalités secondes, c'est-à-dire qu'en effet, ils mettaient la personne dans un autre état, puis elle avait un autre prénom, et puis ils parlaient avec un tel, etc. Seulement, c'est vraiment une niche bien spécifique de l'exercice du somnambulisme. Hein. D'ailleurs, on retrouve pas ça particulièrement chez Erikson ou chez d'autres. Et c'était valable avec des hystériques, avec des personnes qui étaient extrêmement dissociées, qui avaient plusieurs personnages à l'intérieur d'elles, quoi. Donc c'est des personnes qui avaient des troubles de la personnalité avec différents personnages, mais on va pas créer ça chez quelqu'un. Ça serait un peu limite. Mais du coup, comment savoir que la personne y est? Alors ça, c'est délicat. Ça, c'est vraiment délicat. Je pense que déjà, c'est beaucoup plus rare quand même qu'on le pense. D'abord parce que c'est long. Tous les auteurs s'accordent à dire que c'est chez la plupart des gens assez long à provoquer un vrai somnambulisme. Pas une hypnose partielle prise pour du somnambulisme, comme chez Develman, par exemple. Un vrai somnambulisme, qui est l'état le plus profond d'hypnose. C'est assez long et laborieux et c'est pas si simple, même chez un bon sujet, c'est pas si simple à stabiliser. Chez quelques rares sujets, ça vient tout seul, mais c'est pas souvent le cas. Donc en cabinet, finalement, on en a beaucoup moins qu'on le pense. En réalité, on travaille beaucoup moins avec le somnambulisme hypnotique qu'on le croit. La preuve, il n'y a pas si souvent que ça des amnésies spontanées entières de l'épisode somnambulique, sauf si on travaille dans ce sens-là, bien entendu. L'amnésie ne suffit pas seule à déterminer que c'était du somnambulisme, parce que si j'ai suggéré une amnésie, alors... je saurais pas, peut-être que c'est juste une suggestion, la personne n'était peut-être pas en somnambulisme. Donc c'est assez délicat. Mais avec l'expérience, on va dire qu'on
on le perçoit mieux, on le ressent mieux si on travaille avec, et surtout quand même si c'est pas systématique, l'amnésie spontanée à la fin, au réveil, le fait que la personne elle ait été quelqu'un d'autre, elle se souvienne pas de la conversation qu'on a eue, ou elle se souvienne pas de ce qu'elle a fait, c'est quand même un bon indice. Surtout si on n'a pas suggéré l'amnésie, quand c'est réveillant, elle s'en souvient pas, c'est quand même un bon indice de ça. Et puis un autre indice, c'est pendant l'état. Alors déjà pendant l'état, d'une manière générale d'ailleurs, comment savoir dans quel état est la personne, demandez-lui au moment où elle y est. De caractériser son état, demandez-lui si elle est en hypnose, si l'hypnose est profonde, demandez-lui pourquoi pas de le prouver. Et puis, une personne dans un état somnambulique est capable d'accomplir des choses qu'une personne qui n'est pas dans un état somnambulique n'est pas capable d'accomplir. Par exemple, elle pourrait inhiber un réflexe. Le réflexe palpébral, par exemple, le réflexe de cligner des yeux. Donc vous faites un mouvement brusque à proximité de ses yeux et elle va pouvoir avoir le regard dans le vague et ne pas cligner des yeux. Le réflexe du genou, le réflexe rotulien du genou, aussi, elle est capable de l'inhiber. Alors Erikson nous explique que, par exemple, il y a un truc, c'est que n'importe qui est capable de l'inhiber à l'état d'éveil. Mais il suffit de taper un certain nombre de fois, assez répété, pour qu'il revienne. Or, une personne en hypnose est capable de l'inhiber de telle sorte qu'on n'arrive pas à le faire revenir. Donc il peut y avoir des tests comme ça. Il peut y avoir des tests même beaucoup plus importants. Chez certaines personnes, il y a eu des expériences traditionnelles décrites par différents auteurs, qui étaient par exemple les vésications, être capable de créer de la brûlure artificielle, voire des cloques sur la peau, des choses comme ça. Donc si on voulait à titre expérimental vraiment avoir des éléments très concrets pour prouver qu'il y a quelque chose que la personne est capable d'accomplir et qu'elle n'est pas capable d'accomplir ordinairement, on pourrait mettre en place ce genre d'expérience. Oui, tu disais, pardon. Non, cette vidéo de la brûlure m'impressionnera toujours. Elle est pas longue, on pourra peut-être la mettre même en lien aussi. Oui, absolument. C'est incroyable. Oui, parce qu'elle a été reproduite à la télévision par Didier Michaud et Léon Chertok, je crois, donc dans un petit document qui... Voilà, c'est un classique en fait, hein, c'est un classique qui n'est plus reproduit aujourd'hui, plus tellement. Mais voilà, donc il y a clairement des choses par lesquelles on pourrait, si on le souhaitait... après, au niveau neurologique, je sais pas du tout ce qui caractérise l'état somnambulique réellement, parce qu'il est quand même beaucoup moins étudié aujourd'hui. Mais voilà, donc c'est passionnant, mais pour un hypnothérapeute, il faut quand même être honnête, on a rarement l'occasion de travailler dessus parce que ça prend du temps et que c'est pas très utile en réalité. Ça pourrait l'être, mais alors pour savoir comment le rendre utile, c'est tout l'art justement de praticiens comme Erikson. C'est pas rien, c'est assez complexe. Donc bon, j'ai presque envie de dire que par chance, c'est une matière qu'on travaille très peu, mais c'est assez frustrant. Moi, je sais que je m'y intéresse énormément, puisque ce qui m'intéresse, c'est surtout ce que je fais pas, dans une certaine mesure, ce que je fais au quotidien m'intéresse un peu moins. Et du coup, c'est vrai que je lis des choses là-dessus, je publie des choses là-dessus, j'étudie un peu cette question-là, et évidemment, je l'ai pratiquée quand même pas mal, à titre expérimental, ou même en thérapie. Mais du coup, on me prête parfois, comme j'en parle, on me prête le fait de travailler énormément là-dessus. Mais en fait, non, comme n'importe qui fait des séances d'1 heure, 1 heure et demie en cabinet, la plupart des hypnoses avec lesquelles je travaille sont très loin d'être somnambuliques, et les gens, en se réveillant, se souviennent pas de tout, évidemment, mais ils se souviennent globalement plus ou moins bien de leur séance, parce que elle n'est pas si profonde que dans les récits des anciens, évidemment. Ok, mais je te propose de passer à la dernière question, parce que là, à nouveau, on va être sur des lives 1h30. Sinon, ouais, c'est quelque chose sur... je pense que c'est une réaction par rapport à un autre podcast. Une personne qui disait « Si je comprends bien, tu n'utilises pas spécialement les métaphores parmi tes méta-outils. J'observe que les métaphores, outre leur vertu de décentrer la personne de son problème, permet de chercher en elle des solutions que son mental n'aurait pas élaborées et de les élaborer même d'une manière bien plus subtile, parfois même subliminale, loin de toute projection que j'aurais pu faire avec mes suggestions directes ou indirectes. » Donc j'imagine qu'il attend que tu parles un petit peu de ça et pourquoi tu les utilises pas. Alors d'abord, si j'ai bien compris la question, c'est très juste qu'en effet, un usage, une fois que la personne est en hypnose, utiliser des métaphores va beaucoup plus solliciter sa propre association d'idées, sa propre façon de construire la réalité, sa propre façon d'aller chercher du sens, construire, etc. Construire du sens, fabriquer sa propre compréhension, sa propre expérience. C'est beaucoup mieux que de lui dire vous vous sentez bien, par exemple, vous vous sentirez bien. Parce que c'est plus flou d'une certaine façon. Mais je pourrais même raconter n'importe quoi. Si vous dites à une personne, vous voyez, vous avez un oiseau qui se met sur une branche. Et à ce moment-là, il y a un coup de vent. Et bien l'oiseau, il va pas forcément s'envoler.
Mais s'il y a un coup de vent dans l'autre sens, peut-être que l'oiseau va en profiter pour déployer ses ailes et s'envoler. Et vous faites un gros silence entendu comme ça. Ce que vous avez raconté n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas terrible, ça va rien dire. Mais vous faites un bon silence entendu comme ça en plissant les yeux. Et il est possible que la personne, pas forcément en hypnose d'ailleurs, hein, dise « Ah, oui ». Et après vous lui dites « Qu'est-ce que vous avez compris ?» Et vous faites ça à 10 personnes différentes et elles auront toutes compris quelque chose de différent parce que c'est pas clair, donc du coup elles vont y chercher du sens. Surtout si elles sont dans un contexte où par exemple elles sont venues parler de leur problématique, elles vont forcément faire un lien entre ce que vous êtes en train de dire et la problématique. Donc vous pouvez parler comme ça de façon très imagée, la personne va faire ses propres liens, elle va puiser dedans. Donc c'est pas bête, c'est beaucoup plus permissif, c'est beaucoup plus une méthode permettant à la personne d'accoucher de ses propres associations que si on est directif. Donc c'est une chose que, en fait, si j'utilise moi ça. Alors je pense que ce que j'ai dû dire, c'est que j'utilisais pas forcément les métaphores au sens de tout un protocole qui consiste à accompagner la personne dans une métaphore très spécifique et guidée. Genre, je aimerais que vous vous imaginiez maintenant dans un champ, voilà. Et là, vous voyez 2 arbres, et sur un de ces arbres, etc. Voilà. Ce genre de protocole-là, comme on peut trouver dans le grand guide des métaphores, par exemple, dont je mettrai la référence aussi dans la description, allez, qui, à mon avis, on peut très bien se passer de ce livre, mais enfin, il y a des choses intéressantes dedans, pourquoi pas, si on en fait bon usage, si on le lit pas aux gens pendant les séances, pourquoi pas. Mais justement, là, on voit bien que les métaphores sont vraiment prises comme des espèces de médicaments. C'est-à-dire que pour telle application, telle métaphore. Je crois que ça fonctionne vraiment pas du tout comme ça. Ça, par contre, c'est une très mauvaise idée du métier. Et je pense qu'il faut pas faire ce métier si on croit que on va juste administrer une métaphore qui a été pensée pour une autre personne à un autre moment. Voilà, cette personne a une phobie des chiens, il y a la métaphore des phobies des chiens. Non, ça fonctionne pas comme ça. Par contre, on peut quand même diriger les gens dans des expériences symboliques, pourquoi pas. Moi, je disais que j'utilisais pas ça parce que j'utilise plutôt, mais par facilité, ou peut-être aussi par manque de talent oratoire, je sais peut-être pas, je suis pas un storyteller, je suis pas un grand conteur, donc j'utilise plutôt le questionnement pour que la personne me fasse sa propre métaphore, son propre scénario symbolique. Après, par contre, dans ma façon d'expliquer les choses, j'utilise beaucoup d'analogies, beaucoup de petites comparaisons. En plus, quand on dit métaphore, voilà, souvent on parle en fait de comparaison, mais j'utilise souvent des petites analogies pour expliquer. Par exemple, je vais dire à une personne, voilà, là vous allez vivre, je vais compter jusqu'à 3, à 3 vous allez rentrer dans une expérience. Cette expérience, en fin de compte, je sais pas laquelle elle sera, mais elle va revenir pour votre inconscient d'une certaine façon à vous mettre dans une sorte de cocon, de chrysalide, au sens où avant vous étiez finalement uniquement la chenille, et puis il y a ce sas, cette expérience qui va être votre chrysalide, et quand vous en sortirez, vous serez ce papillon capable de voler de ses propres ailes, tout ça. Par exemple, je peux très bien, pourquoi pas, faire cette métaphore un peu enfin elle est mignonne, elle est sympa quoi, un peu cliché, mais pourquoi pas, histoire d'expliquer ce que j'attends à l'inconscient, mais derrière, ce que la personne va vivre, c'est pas forcément de se retrouver transformé en papillon. Elle va vivre une expérience qui aura valeur d'être une transformation essentielle entre un stade de sa vie et un autre stade de sa vie. Donc j'utilise moi souvent énormément, que ça soit dans mes cours ou que ça soit dans mes séances, je pense que j'utilise quand même un langage très très imagé. Donc j'ai rien contre les images. Juste, il faut pas les prendre forcément pour une sorte d'alpha et d'oméga, enfin du travail thérapeutique en hypnose, je veux dire, c'est pas et aussi pas se ruer sur l'interprétation des métaphores, la symbolique, tout ça c'est facile. C'est vraiment des pièges de facilité intellectuelle, ça, la symbolique, tout ce qui est interprétation des symboles qui sont souvent très clichés, autour du nombre 3, autour des trucs de pseudo-kabbalisme un peu mal digérés. Je dirais moi j'ai une grosse méfiance là-dessus, ça c'est clair. Surtout que en plus si j'utilise une métaphore et qu'elle est hyper convenue et que la personne la voit arriver gros comme une maison, genre ah oui d'accord, j'ai compris. Du coup en somme je suis l'arbre, mon problème c'est la rivière et ma solution c'est que je me transforme, que mes feuilles poussent quoi. Ah oui d'accord. Si elle le voit gros comme une maison, ça revient à lui avoir dit les choses. Donc on peut très bien avoir un usage des métaphores qui est extrêmement directif d'ailleurs, et on peut avoir un usage des métaphores qui est beaucoup plus permissif.
Et puis après, si on utilise un langage très imagé, il faut toujours veiller à ne pas l'expliciter, à pas faire l'erreur de La Fontaine, on pourrait dire, qui va faire une jolie fable philosophique, mais au lieu de laisser les personnes la méditer et la ruminer par elles-mêmes, très souvent, il va ou bien la faire précéder, ou bien la faire terminer, conclure d'une explication de texte. Voilà ce qu'il fallait comprendre, voilà la morale de l'histoire. Eh bien, ça, je trouve qu'à un niveau inconscient, c'est intéressant de ne pas le faire, de laisser digérer à la personne éventuellement un récit que vous lui donnez, et elle en fait ce qu'elle a à en faire. Et non pas lui dire, eh bien, vous voyez, eh bien, si on écoute bien l'histoire que je viens de vous raconter, eh bien, c'est l'histoire de quelqu'un qui a réussi à avoir confiance en lui. Eh bien, comme vous réussirez à avoir confiance en vous. Bah, finalement, on a gâché toute notre histoire en disant ça. Autant dire à la personne directement en hypnose, vous aurez confiance en vous. Ça revient au même. Donc bon, sinon ouais, non, je suis pour les métaphores, mais je me méfie, on va dire, de l'engouement qu'il y a autour de la métaphore. Depuis quelque temps, c'est vraiment devenu quand même un gros truc. Je dirais que voilà, faut pas non plus que ça devienne trop directif. C'est pas votre créativité qui compte. Si c'est ça qui est important. Ne vous gargarisez pas, ne soyez pas trop fiers de votre propre. Je suis un conteur, je raconte des histoires et j'embarque les gens dans mon univers. Bah justement, c'est tout ce qu'on doit pas faire. C'est plutôt à nous de nous laisser aussi embarquer dans l'univers de l'autre. Si vous voulez faire conteur, faites conteur, mais en l'occurrence, je pense quelqu'un qui accompagne quelqu'un en hypnose, plutôt un guide. J'avais pris déjà cette métaphore du guide, c'est-à-dire que le guide il vous amène quelque part, mais ensuite il vous fout la paix, il vous laisse visiter. Donc c'est ça aussi que ça peut être finalement aussi une présence un peu trop grande, la métaphore de l'autre. Moi, je sais qu'en tout cas, j'ai un peu de mal aussi en séance. Quand l'autre m'impose un peu trop son univers, au bout d'un moment, j'ai envie de lui dire « laisse-moi respirer, laisse-moi fabriquer mon expérience ». Donc voilà, c'est un juste milieu, c'est un bon usage à trouver. Eh bien, je te remercie. On retiendra ta métaphore de l'année qui casse pas 3 pattes à un canard. Et... Voilà. Bon, bah très bien. Bah écoute, on va pouvoir terminer là-dessus. Alors, merci encore une fois, Nico, pour toutes ces belles questions. Enfin, pour me les avoir posées surtout. Hein, parce que merci à tout le monde, en fait. Exactement. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Et puis, à nouveau, posez bien vos questions et vos commentaires, vos remarques. Et partagez le podcast sur les réseaux sociaux. Partagez. C'est ça qui fait vivre le podcast. Et puis voilà, on vous retrouve très bientôt pour le 12e podcast. À bientôt. Au revoir.